Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de préférer Kavi TV pour vous informer. Merci de préférer le scanner, votre émission de débat constructif. Pour ceux et celles qui nous écoutent à la radio sur la 89.5, merci de votre fidélité toujours au poste pour vous servir afin d'avoir des informations crédibles, vérifiables et vérifiées. Au menu, un seul sujet. Explosion du dépôt central de Coronti. On essaie de développer, de glaner beaucoup d'informations pour vos auditeurs et téléspectateurs. Unis comme une seule personne, des Guinéens fortement mobilisés ont mis tout en œuvre pour porter secours à leurs frères et sœurs victimes de l'explosion du dépôt de carburant de Coronti. De la mosquée Faisal au palais du peuple de Conakry, les aspirations politiques et autres avaient cédé la place à une chaîne de solidarité du jamais vu. Des Guinéens, une nouvelle fois, n'ont pas attendu l'arrivée de l'État pour agir. Ce 18 décembre, bien qu'il cache certains détails sur l'origine de l'explosion, a été la preuve tangible de la solidarité guinéenne. Mais les conséquences de cet incendie risquent de s'élargir sur la desserte en électricité qui peut connaître un délestage les jours à venir après des mesures conservatoires de fermeture des stations-service et l'anticipation des congés de fin d'année qui démarrent ce 19 décembre pour finir le 1er janvier 2024, annonce le gouvernement. Le bilan provisoire fait état de 14 morts et plus de 178 blessés entièrement pris en charge selon le dernier communiqué du gouvernement. Kaloum en feu. Retour sur cette triste journée remplie de tristesse, d'enseignements et de questions non encore répondues dans ce second numéro spécial du scanner. Installez-vous confortablement, vous êtes sur le média du développement. Tout à l'heure, on démarre. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Merci de nous écouter sur la 89.5, de nous regarder sur Kavi TV et sur l'ensemble de nos médias sur siaminfo.com. Vous pourrez nous écouter et nous regarder de ce côté. Merci une fois encore les débatteurs autour de moi. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour chef, bonjour au peuple de Guinée. Akila Ali Badara, bonjour. Ton micro a un souci là. Allez-y, allez-y. Non, c'est un souci. C'est un souci. Le micro là a un problème. On va essayer de régler tout ça là. D'ici là, Yaya Diallo, nous allons marquer une minute de silence. Une minute de silence à la mémoire de tous ces Guinéens et Guinéennes décédés lors de cette explosion. C'est une triste nouvelle. On a 14 de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cette explosion. Aujourd'hui, dans les circonstances ne sont toujours pas déterminées, les causes ne sont pas connues. C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment très triste et nous sommes vraiment touchés par ces pertes en vies humaines. Seul Dieu peut arracher ces âmes à l'affection de leur famille. Une minute de silence et après on continue le débat.
Paix donc à l'âme des disparus. On parle de cette explosion du dépôt d'hydrocarbures de Koronti à Kilali Badara. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent où qu'ils soient, quoi qu'ils sont en train de faire. Ouais. Il y a tout à l'heure, hein, on le disait, Yaya Diallo, une chaîne de solidarité qui ne disait pas son nom hier à Conakry. C'était une première en République de Guinée. Il faut saluer la bravoure de ces jeunes Guinéens. Oui, effectivement, les Guinéens de tous bords, de toutes les obédiences confondues, de toutes les religions confondues, ont manifesté leur solidarité à l'égard de la population de Kaloum, victime de cette explosion. Je crois que cela devrait interpeller tous nos chefs politiques, religieux, enfin nos gouvernants, pour dire que à un certain niveau, nous Guinéens, nous avons ce qu'on appelle cette solidarité agissante qui anime chacun de nous. Je crois que ça a été une occasion de le prouver à l'occasion de ces sinistres qui a quand même occasionné le décès de plus de 14 Guinéens. Parce que 14 Guinéens pour le moment. Pour le moment, officiellement. Ouais. Alors c'est pour autant dire que les Guinéens, au-delà de ce qui nous oppose, au-delà de certaines contradictions existentielles, à un certain niveau, on est capable de faire face à l'essentiel. Je crois que l'essentiel a été de sauver cette population qui était complètement désemparée, prise en piège par une flamme indescriptible qui avait complètement surplombé la commune de Kaloum et qui a créé la panique un peu partout. Des hommes et des femmes ne cherchant plus quoi faire étaient complètement déboussolés. Il a fallu que ce jeune puisse prendre cette initiative qui a quand même bénéficié d'une adhésion importante de part et d'autre, puisque c'est à part de là même que l'État s'est inspiré pour pouvoir appuyer, disons, cette initiative de ces jeunes-là qui ont pu sauver beaucoup de hommes et de femmes qui étaient touchés par cette flamme-là. Parce que ni tété de cette solidarité agissante de ces Guinéens de tous bords, hein, des anonymes aussi qui ont fait parler leur cœur, qui ont participé financièrement et, en termes de nourriture, en termes d'habits, en termes de couverture, en termes même de médicaments, de véhicules et tout ce qui s'ensuit pour acheminer un certain nombre de choses. C'était lié de les féliciter, de saluer leur courage, leur solidarité et de dire encore une fois, c'est en cela que nous pouvons aller de l'avant. À un certain niveau, il va falloir que nous taisions un certain nombre de problèmes qui nous divisent et faire face à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est un événement douloureux qui a affecté tout le monde, que ce soit les gouvernants, que ce soit la population. Kaloum étant une zone stratégique et administrative de notre nation, presque tous les départements, toutes les directions y sont. Le palais aussi. Donc, c'est pour autant dire que c'est essentiel pour la vivacité de notre République qu'on puisse essayer de se donner les mains pour pouvoir sauver l'essentiel. Et je crois que avec cet élan-là, on a pu quand même minimiser beaucoup de dégâts à l'égard de la population. C'est le lieu de saluer encore une fois ce courage-là et d'appeler l'État, disons, à la promptitude. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous avons tous noté ici hier que c'est vers 14h, 15h qu'on a vu ne serait-ce qu'une manifestation plus ou moins palpable de l'État sur le terrain à travers une sortie du ministre de la Santé pour faire un bilan à mi-journée. Et je crois que c'est quelque chose à déplorer. En pareille circonstance, l'État devrait se bouger, mais j'ai constaté qu'il y a une véritable polémique, une véritable confusion, pour ainsi dire, au sommet de l'État, ce qui fait que même au sein du gouvernement, il y avait cette question qui se posait, que faut-il faire? Et je crois que ça a joué un peu sur
sur cette catastrophe-là qui était en cours et qui avait complètement déboussolé la population guinéenne. Oui, il faut le dire. Akil Ali Badara qui était au chevet de ses victimes jusqu'à tard dans la nuit. Et cette chaîne de solidarité, malheureusement, qui n'a pas été encouragée par les autorités, nous apprend-on. Bon, pas que encouragé par les autorités, mais ils ont voulu faire de ça une récupération politique. Et à date, surtout là où je suis en train de vous parler, vous comprendrez avec moi que tout à l'heure, les gens, et surtout ces citoyens, ces personnes de bonne volonté qui ont décidé d'accompagner ces sinistrés, se sont vus empêchés même d'avoir accès à la mosquée Faisal. Et vu que la situation était aussi débordante, ils ont décidé de se retrouver vers la maison des jeunes de Taouya, mais ils ont passé la première nuit hier à la maison des jeunes de Koléa, vu que c'est loin de la ville et tout, donc ils ont décidé de partir pardon, à Taouya. Et pour l'heure, il faut quand même être sûr d'une chose, il y a ces personnes de bonne volonté qui continuent de faire ici à leur manière pour qu'enfin les citoyens, ces sinistrés dont on est en train de parler, puissent au moins prendre quelque chose, que ça soit habits, manger, de trucs. Et surtout, il y a des bus aussi qui sont affrétés dans certains carrefours qui vont transporter les gens du côté de la mosquée Faisal, même si l'accès est interdit. Mais il y aura un autre chemin à suivre qui sera la maison des jeunes de Taouya. En ce qui concerne le palais du peuple, hier au chapiteau, ils ont quand même aménagé un lieu pour ces sinistrés qui aujourd'hui sont en train de bien dormir, hein, même si de l'autre côté il y aura un traumatisme moral, mais ça quand même va leur permettre de se mouvoir, de faire un peu de déplacement, et surtout ça. Et ce qu'il faut surtout condamner dans cette situation, c'est cet accès qui est interdit aujourd'hui à ces jeunes. Après le don de sang, après ces aides humanitaires, on pouvait mettre une autre cellule en place qui d'ailleurs leur permettra de revoir les choses au clair, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Chacun se tunnelise aujourd'hui et la situation, elle reste compliquée parce qu'on a eu le temps d'observer hier tard dans la nuit, le feu se propageait toujours. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas eu de solution à prendre et le feu continue de se propager. Non, le feu ne continue pas de se propager. Pardon, le feu n'est pas totalement éteint. On va le dire ainsi parce que... Non, il faut faire attention. D'accord. Le feu ne se propage pas. D'accord. La nuit tardive, la situation est quand même, elle était préoccupante. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut délocaliser ces citoyens ou non? C'est une question qu'on est. Il ne faudrait pas crier au feu quand il n'y a pas de feu. Non, c'est une question. On est en train. Laisse-moi placer cela. Nous sommes dans une période très très sensible. Pour le moment, l'État n'a pas les moyens de délocaliser tout Kaloum et de reloger ces gens. Il faudrait à un certain moment qu'on puisse avancer des solutions qui sont faisables. Il ne faudrait pas nous mettre dans une situation encore inconfortable. Il y a la maison d'arrêt de Conakry qui se trouve à Kaloum. Déplacer ces prisonniers, les amener vers la banlieue, c'est encore un gros risque. Vu ce qu'on a vécu le 4 novembre, c'est une éventualité. Oui, il y a des risques, mais ce n'est pas aujourd'hui, les experts n'ont pas parlé de risques assez élevés qui puissent quand même créer une délocalisation ou un relogement, ou je ne sais comment le terme qu'ils utilisent dans leur jargon, de ces habitants. Il faudrait à un certain moment sensibiliser. Hein, on ne peut pas, en ce moment, hein, pendant ces périodes difficiles, se hasarder à tenir des discours comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de délocaliser tout Kaloum. Le gouvernement, pour le moment, n'a pas ses moyens. La logistique, tu viens de le dire, ce sont des jeunes qui se sont mobilisés hier dans la matinée. Le gouvernement a les moyens. J'y arrive, non le gouvernement n'a pas de moyens. Si le gouvernement avait les moyens et la stratégie, toi, hier, tu n'allais pas être à la mosquée Faisal. C'est une question qui est posée. C'est une question qui est posée. Est-ce qu'il faut délocaliser les citoyens de Kaloum? C'est une question. Pour le moment, je suis certes profane à la matière, mais il faut aussi poser cette question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut délocaliser ces sinistrés? Voilà, surtout ces citoyens, parce que
la peur, la truie règne dans le ventre de certains. Donc s'il y a lieu de les délocaliser, aux experts de nous le dire, et même si hier on n'a pas vu des gens qui ont cette expertise pour analyser la situation, est-ce qu'il faudrait attendre d'autres experts pour que la situation aussi soit développée comme oui, puisqu'on a tout fait. Le souhaite? On a remué terre et ciel hier pour avoir des intervenants. À la SONAP, personne ne veut parler. Chacun attend peut-être l'autorisation du président ou de son ministre. L'heure est grave. Il faudrait que les experts nous expliquent un peu ce qui se passe parce que chez nos confrères de la RTJ à la maison mère, j'apprenais qu'il y a 13 tubes, je ne maîtrise plus le nombre, mais qu'il y a plus d'une dizaine de cuves qui sont atteints. 5 sont pour le moment opérationnels. C'est ce que j'apprenais. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est à la RTJ, je l'ai appris. Maintenant, après, est-ce que, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, on a du mal honnêtement à avoir des experts qui puissent nous expliquer. Tout à l'heure, on va essayer de joindre Bala Moussa, qui est ingénieur de pont et chaussée, qui va nous expliquer un peu le projet, l'avancement des projets du côté de Forêt-Caria, parce qu'il était question de déplacer ce dépôt de Koronti vers Forêt-Caria. Mais en attendant, on a un reportage d'Alerte à Akila Libadara. Si tu me permets, si la réalisation est prête, on va suivre ce reportage réalisé par notre rédaction, hein, notamment notre, je l'appelle la tigresse, Mariam Bouibari, qui a réalisé un reportage. Le reportage date de juillet 2023 où on alertait les autorités sur les éventuels risques d'incendie du côté de Koronti. Mariam Bouibari, qui loge à 200 mètres, avait déjà alerté. On suit ce reportage et derrière on se retrouve. Tombo, l'un des quartiers surpeuplés de la commune de Kaloum, est aujourd'hui confronté à un danger permanent. Et pour cause, ces trentaines de camions-citernes inflammables qui stationnent chaque jour devant le dépôt de carburant situé dans le quartier. Un danger qui crée la psychose chez les habitants de cette localité. Pour Ibrahim Suri Kamara, ils ont été sauvés de justesse d'une catastrophe la semaine dernière. Même pas semaine. Il n'y a même pas une semaine, Kaloum a failli être brûlé. Le feu a pris le poteau électrique qui se trouve là-bas. Et à côté se trouvait une citerne remplie de carburant. Et si le feu avait atteint le camion là, c'est tout Kaloum qui allait être brûlé. C'est un grand danger pour tous les Guinéens. Ces zones habitées, où la promiscuité est sans appel, est aussi confrontée à un autre danger lié à ces camions-citernes. Nous en avons marre de ces citernes. Ces camions peuvent perdre le contrôle et rentrer dans nos maisons. Ils ont même une fois heurté notre mosquée, alors qu'il y avait des gens qui priaient à l'intérieur. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés ce jour-là. Délocaliser ces dépôts de carburant dans des zones inhabitées, c'est le souhait des conducteurs de ces engins, conscients du danger auquel les habitants de ce quartier sont exposés. Nous savons que ces camions représentent un danger pour les populations. Ici, nous sommes à côté des maisons et si un camion explose, ça va faire beaucoup de dégâts. En plus du dépôt de carburant où viennent se ravitailler ces camions-citernes, le quartier cohabite aussi avec la plus grande centrale thermique du pays, ce qui vient aggraver les risques d'une catastrophe énergétique, selon de nombreux observateurs. Autant jouer aux oiseaux de mauvais augure. En tout cas, l'alerte a été lancée ici par Mariam Bouibari et par la rédaction du groupe Kavi Média. Il y a quelques mois, c'était en juillet 2023, il y a Diallo, on a suivi ce reportage de Mariam Bouibari. Le danger était là, le danger guettait. On ne va pas mettre ça à l'actif du gouvernement actuel. Ce n'est pas aujourd'hui notre vocation, mais c'était pour rappeler que oui, le danger existait au-delà de tout ce qui nous arrive. Les autorités savaient que cela pouvait arriver un jour en République de Guinée. Nous admettons tous que Kaloum n'est pas un lieu propice pour ces bragiers. C'est l'entrepôt, c'est le principal entrepôt pour notre pays. On ne pouvait pas accepter ou admettre que cela puisse être à Kaloum, le centre-ville, où
où tout part, tout va, tout vient. Donc, je crois qu'il y a la fluidité des uns et des autres. Et à côté, vous avez vu une trentaine de citernes qui viennent pour s'approvisionner avec cette indiscipline hein, qu'on peut constater dans le cadre même de certains travailleurs au niveau de ces dépôts. C'est pour autant dire qu'il y avait un véritable problème. C'était déjà, la cohabitation était presque impossible. Je crois que les autorités étaient alertées par rapport à cela. La responsabilité, je crois qu'elle doit être échelonnée. C'est pas que les nouvelles autorités. Ils ont eu certainement le malheur que cela puisse, disons, exploser en leur temps. Mais sinon, l'alerte, elle ne date pas d'aujourd'hui. Pour essayer de voir, je crois qu'il y avait Maferia qui a été... Forecaria qui a été effectivement choisi pour pouvoir construire un entrepôt. Et je crois que même le directeur national de pétrole, à l'occurrence Amadou Doumbouya, la Société nationale de pétrole, avait fait mention de cela. Mais sauf que on avait constaté certainement, parce que c'est cela aussi nos autorités, cet immobilisme qui avait caractérisé, disons, la mise en œuvre de ce projet-là, qui pouvait nous éviter cette catastrophe-là. Je crois que c'est quelque chose qui devrait prendre 30 mois, nous apprenons temps, mais je crois que dès au début, si ils avaient pris les responsabilités, on aurait dit essentiellement se focaliser sur ces projets-là. Je crois que à ce stade-ci, je crois que on devrait être au terme de ce projet-là, pour ainsi dire. Donc, c'est pour autant dire que la responsabilité de l'État, elle est là, elle est palpable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on n'est pas à ce stade-là. C'est-à-dire que c'est comme on le dit déjà, le vin est déjà tiré, il faut le voir. Et je crois que maintenant, c'est de voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut reconstruire cet entrepôt-là pour une question d'urgence ou il faut faire face à ces projets qui a été déjà... de délocalisation. Ce projet de délocalisation qui coûterait cher et qui prendrait assez de temps, où il faut voir le juste milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir permettre la mobilité nationale? Parce que là, vous imaginez, il y a une véritable pénurie de carburant qui nous guette dangereusement, parce que la première conséquence que le délestage semble être, disons, effectif dans les jours à venir, parce que tout simplement, nous avons déjà ce qu'on appelle un manque de carburant qui est constatable. Donc, ceci dit, aujourd'hui, l'État doit redoubler les efforts. Je vous le disais en off, il faut un laboratoire de hommes et de femmes intelligents pour pouvoir réfléchir, mais très bien réfléchir pour pouvoir voir quelles sont les alternatives qu'il faut mettre en place pour pouvoir pallier à cela de manière urgente. Et c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Vous avez vu, difficilement nous avons pu être là aujourd'hui. N'eût été de certaines démarches que nous avions pu faire hier pour avoir un peu de carburant, on n'allait pas être là aujourd'hui. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit l'autoroute Fidel Castro, que ce soit l'autoroute Le Prince, c'est la morosité totale, parce que voilà, et ça ne circule pas et ça présage une crise déjà. Donc c'est pour autant dire que l'État doit rapidement prendre sa responsabilité pour essayer de mettre en place un certain nombre de plans d'urgence pour pouvoir pallier à cela et éventuellement voir comment est-ce qu'il faut faire appel à ces bateaux qui nous ravitaillent à partir d'ici. Même si le bateau peut venir et coster comme ça, on aurait dû peut-être amener les citernes pour pouvoir s'approvisionner à partir de là-bas et permettre aux différentes stations d'avoir le carburant. Aujourd'hui, c'est un véritable problème qui s'annonce là et c'est une bombe. Parce que la population à certains niveaux, elle peut être impatiente sans pour autant comprendre certaines mesures. Il faut dire que malheureusement, l'État est dans sa patauge dans ses actions, c'est ce qu'il faut dire. Et je crois que l'État doit se bouger pour pouvoir communiquer, intensifier la communication,
préparer les citoyens. Et surtout coordonner. Coordonner, effectivement. Cette communication. Parce qu'hier, on a quand même vu le ministère de l'Information et de la Communication. Je ne veux pas vraiment tirer à boulet rouge sur cette dame, mais honnêtement, le ministère est passé à côté, carrément. Parce que tantôt, le ministère disait que les stations ne sont pas fermées à l'intérieur du pays, seulement la zone de Conakry est concernée. On voit un autre communiqué du gouvernement qui parle de fermeture de toutes les stations pour éviter des spéculations. Donc, vous voyez combien de fois, s'il n'y a pas cette coordination dans la communication, ça devient très, très difficile de comprendre. Aujourd'hui, certes, on a la RTG comme canon, puisque beaucoup de nos confrères sont quand même brouillés, d'autres retirés des différents bouquets. Mais ça et là, on essaie de glaner quand même des informations. Par endroits, nous avons des restrictions. On laisse passer la télévision mère, les médias privés n'ont pas accès. Mais qu'à cela ne tienne, nous essayons de faire de notre mieux pour informer la population, sensibiliser surtout. Oui, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je crois que cette dichotomie communicationnelle au niveau du gouvernement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les événements pareils, l'État se comportait comme tel. On a un porte-parole du gouvernement. On a un ministère de la communication qui devrait être techniquement prêt pour pouvoir fournir tous les éléments au porte-parole du gouvernement et au porte-parole du gouvernement de communiquer progressivement en fonction de l'évolution des choses. Le 4 novembre, c'est ce que nous avons vu ici. Tantôt, c'est le ministre de la Justice qui communique, en n'étant même pas ici en République de Guinée. Tantôt, c'est le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation. Tantôt, c'est le chef d'état-major général des armées, et tantôt aussi c'est le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement doit avoir ce qu'on appelle une cellule restreinte, dont certains services compétents pourraient l'appuyer pour l'amener de part et d'autre, chacun en ce qui lui concerne, un certain nombre d'éléments. C'est sur la base de ça qu'il devrait communiquer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que je trouve cela assez regrettable. Et c'est pourtant dire que aujourd'hui, il va falloir que nos gouvernants puissent revoir cela pour pouvoir éventuellement anticiper les choses. Parce que de toute façon, il y a la rumeur qui continue de prendre la place. Les gens sont en train de spéculer ici et là parce qu'il y a un vide qui est là. Les gouvernants ne communiquent pas et je crois que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. L'État doit prendre sa responsabilité, communiquer. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines radios, certaines télés qui sont complètement retirées des bouquets. Et je crois que cela, disons, ralentit un peu la communication pour que cela touche au maximum de Guinéens. Et je crois que c'est un véritable problème. Et à la RTG, qui continue de somnoler. Et en pareille circonstance, c'est en lieu et place. Et qu'est-ce que la RTG peut Nous savons combien de fois ce média a été piétiné par des différents dirigeants. Il y a, je vais vous peut-être te raconter une petite anecdote confiée par quelqu'un de très proche qui me dit, à l'arrivée du CNRD au pouvoir, et les journalistes de la RTG ont été convoqués, le président leur a dit de dénoncer toutes les malversations financières. Le premier journaliste d'un département dont je vais taire le nom, qui a essayé, a été liquidé, sacrifié. Oui, il a été simplement écarté. Aujourd'hui, personne n'en parle. Et cela a été le mal de la RTG. Aujourd'hui, je vois des journalistes tirés à boulet rouge. Mais chaque média a sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale de la RTG ne permet pas à la RTG de se comporter comme certains médias, comme certains journalistes. Aujourd'hui, est-ce que l'heure est aux critiques? Non. Les critiques acerbes ne peuvent rien changer en la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Après, nous reviendrons pour critiquer. Non, évidemment. Non, vous savez, c'est en termes de poids, en termes de couverture, c'est cet impact-là dont on est en train de dire. Je crois que même chez nous ici, nous nous abstenons de faire un certain nombre de critiques. Évidemment. Nous en savons beaucoup. On soulève ces problèmes communicationnels parce que par la communication, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Par la communication, on peut taire beaucoup de rumeurs. C'est en cela que nous soulignons quelques manquements. Sinon, on peut citer
en longueur de journée ces défaillances, ce manquement du gouvernement. Évidemment. Puisque la RTG est là et elle a des équipements, je crois que c'est en cela qu'on avait dit que avec ces équipements sur le terrain, on aurait dû avoir quand même beaucoup plus d'informations. Bien, donc on me signale que Bala Moussa Konaté, notre premier invité est déjà au bout du fil. Déjà, Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour, Monsieur Konaté. Bonjour à votre grande équipe, à votre média et à tous les auditeurs. Merci d'accepter l'invitation du Scanner et du groupe Kavi Média. Vous nous recevez? Monsieur Konaté est là? Oui, je vous reçois. Oui, je suis là. D'accord. Si vous avez votre poste récepteur, votre télé, veuillez l'éteindre parce qu'on aura carrément un décalage. Non, je vous écoute en direct. D'accord. Première question, c'est par rapport à ce qui est arrivé du côté... Je réponds au téléphone même. C'est par rapport à ce qui est arrivé du côté de Corentin. Vous l'avez appris comme nous. Le dépôt central d'hydrocarbures de Corentin. Le dépôt central d'hydrocarbures de Corentin qui a été victime d'incendie hier, avec plus d'une dizaine de morts de ce côté. En tant qu'ingénieur des ponts et de chaussées, comment vous avez d'abord analysé cette situation? Monsieur Bala Moussa est là? On a un problème, on a un problème de connexion. Il faudrait que la réalisation puisse voir cela. En attendant d'avoir Bala Moussa Konaté, on va continuer avec ce survol de l'actualité. Retour sur cette journée très très mouvementée à Conakry suite à l'explosion du dépôt central de Corentin, d'hydrocarbures de Corentin. Il faut le rappeler, on nous apprend qu'il y a plusieurs cuves aujourd'hui qui sont endommagées. Pour le moment, on attend des précisions des spécialistes. Mais d'abord, retour sur cette journée. Si la réalisation, tout est prêt du côté de la réalisation, on va aller avec ce reportage Vaba d'Ansoubaï Lobaldé. Ansoubaï Lobaldé hier qui s'est rendu de ce côté. Je ne sais pas si la réalisation va nous proposer le no comment ou le reportage. Je ne sais pas l'un des deux, ce que nous aurons tout à l'heure. Mais nous allons essayer de faire le survol de la journée d'hier avec nos reporters déployés sur le terrain. Une journée triste, il faut le dire, avec beaucoup de blessés. Aujourd'hui, des blessés qui sont, selon le gouvernement, pris en charge entièrement. Selon le gouvernement, j'insiste et je persiste, selon le communiqué du gouvernement, ces blessés sont pris en charge et nous nous abstenons de diffuser certaines images, vous le savez déjà, puisque nous sommes soumis à des textes, à des règles et à des responsabilités sociales, vous allez le comprendre. On suit ce reportage, ce survol d'Ansoubaï Lobaldé et on revient. Le feu est grand, difficile pour les sapeurs-pompiers de contenir les flammes pendant ce temps. Il était 6 heures au moment où nous avons pris ces images. Un corps complètement calciné a été sorti du feu à notre présence. Mais à cause de la sensibilité des images, nous avons préféré ne pas filmer cette partie. Sous le choc, des citoyens qui ont observé la situation avaient du mal à retenir les larmes. Sur place, Badrou Babila Kondé dit avoir perdu des collègues dans cet incendie. Bon, enfin, on ne connaît pas d'abord le nombre exact, ce qu'il faut, mais il y a eu des pertes humaines et des dégâts matériels. On a vu comme ça la flamme, on ne sait pas que faire. Franchement, on a dépassé. Vraiment. Oui, nous avons des amis qui ont perdu la vie, des collaborateurs. Des véhicules endommagés à proximité du dépôt d'hydrocarbures incendié, le constat est choquant. Les vitres de tous les immeubles se trouvant à l'alentour ont été brisées sous l'effet de l'explosion.
nos hôpitaux nationaux, Ignace Dine et Donka, ont reçu la plupart des blessés. La population affectée, ainsi que les blessés légers, ont bénéficié des soins sur place grâce aux équipes déployées à cet effet. La situation est déjà sous contrôle et nous dénombrons à cette heure-ci 178 personnes prises en charge, dont 10 dans les structures privées. Sur les 178 personnes reçues, 89, dont 89, soit 50%, ont regagné leur famille avant 6 heures du matin. Je répète, sur les 178 personnes reçues, 89, soit 50%, ont regagné leur famille avant 6 heures du matin. Tout le personnel médical est mobilisé et tous les moyens sont mis à disposition. Et pour cela, je précise que la prise en charge est intégralement gratuite. Je me répète, la prise en charge est intégralement gratuite. Aucun blessé ne doit remettre aucun franc à un personnel de santé. Malheureusement, dans les 2 hôpitaux nationaux, Ignace Dine et Donka, nous avons reçu 13 dépôts de corps, dont 2 décès à l'arrivée aux alentours de midi. Vous l'avez déjà compris, pleine d'émotions, ces images Diallo Akila Ali Badara qui nous amènent à la gravité des faits, ce qui arrive en République de Guinée. Oui, je crois que l'émotion elle est vive, elle est incompréhensible. Vous imaginez ce que ça a été une surprise de jeunes gens. Vous savez, là-bas, il y a des équipes qui travaillent. Les équipes, certains pendant la journée, certains pendant la nuit. Je crois que vers 0 heure, il y avait déjà l'équipe de nuit qui était déjà installée. C'est dans ces circonstances-là que cette flamme, que ce dépôt, pour ainsi dire, a pris feu. Et à certains qui ne s'attendaient pas à cela, à ceux qui ont eu la chance de sortir, ont pu sortir très rapidement. Ceux qui n'en ont pas eu, malheureusement, n'ont pas pu sortir. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons. Je crois que c'est pitoyable. L'émotion, elle est indescriptible. Je crois que ça touche les sensibilités. Et c'est très énorme parce que jusque-là, c'est difficile d'établir un bilan exhaustif de ceux qui ont pu perdre la vie là-dedans. Parce que quand vous connaissez un peu, si vous connaissez un peu l'étendue de cet entrepôt-là, vous pouvez imaginer déjà le nombre de personnes qui pouvaient s'y trouver. Et donc c'est pour autant dire qu'il y a eu certainement beaucoup qui ont péri là-dedans. Et je crois que c'est assez regrettable. Triste journée pour la République de Guinée. Une fois encore, nos condoléances au peuple de Guinée, aux familles éplorées. C'est une situation assez grave, il faut le dire. L'heure n'est plus, comme je le rappelais tout à l'heure, critique. L'heure est à la solidarité. Et ce message à l'endroit des populations guinéennes, c'est pour vous interpeller, comprendre que la situation est très grave. L'heure est grave. Au-delà de ce que vous voyez, il y a des images que nous n'avions pas pu diffuser. Nous savons de quoi nous parlons. À ceux qui profitent de cette situation pour s'enrichir, comprenez que des âmes sont tombées. Des personnes qui étaient dans l'exercice de leur fonction ont péri. Des personnes qui dormaient ont péri. Donc ne profitez en aucun cas de cette situation pour envenimer les choses. Ne profitez en aucun cas de cette situation pour revendre 1 litre de carburant à 100 000 parce que vous allez manger vos 100 000 et demain, ça peut être vous. La Guinée est notre pays, c'est le moment de sensibiliser. C'est le moment de dire à tout Guinéen qu'il faudrait qu'on soit solidaire. Pour ceux qui ont un franc chez eux et qui veulent faire des dons, faites-le de façon officielle. Parce qu'il y a aussi des personnes qui en profitent. Si l'État a voulu prendre les choses en main, allez-y avec des preuves, faites vos dons. Il ne sert à rien de rester sans coordonner toutes ces aides. Parce que depuis hier, nous entendons quand même des aides ça et là. Depuis hier, nous avons des personnes de bonne volonté qui essaient d'aider.
Mais est-ce que ces aides sont structurées? L'État doit y veiller et créer des comités un peu partout pour aider les uns et les autres. Pardon, et les autres. Akila Libadara. Vous savez, c'est tellement compliqué cette situation que quand j'ai vu des personnes témoigner de la disparition de leurs proches et surtout collaborateurs, ça attriste. Ça me laisse quand même... franchement, c'est compliqué, que les auditeurs m'en excusent, hein, parce que la situation actuelle est très grave. Je me rappelle hier, parce que j'ai eu quand même à discuter avec un jeune qui travaille à Vivo, qui me parlait d'un de ses petits qui étudiait déjà, je crois, qui devait préparer les examens nationaux cette année, qui aussi avait décidé d'être vigile au niveau de Vivo. C'était donc lui qui était ce jour à la garde, mais finalement qui a rendu l'âme parce qu'il voulait se sauver la tête, mais les bâtiments qui se sont effondrés, finalement une dalle est tombée sur le jeune et il a rendu l'âme, et plus les autres aussi qui étaient non loin de ce dépôt d'hydrocarbures, et surtout que c'est la situation actuelle qui d'ailleurs doit interpeller tous les Guinéens. Vous l'avez rappelé tout à l'heure dans ce studio, il faut qu'il y ait une synergie d'action. Nous devons mettre nos égos de côté, faire en sorte que tous ceux qui veulent faire quelque chose soient aussi retenus et qu'il y ait cette synergie entre la population guinéenne. Et vous savez, de l'autre côté, il faut aussi interpeller le gouvernement parce que dans chaque famille, il y a un père de famille. Et si le père de famille aussi se volatilise, c'est très grave. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler le gouvernement sa responsabilité vis-à-vis de sa population. Nous attendons à ce qu'il y ait une communication parce que cela fait maintenant 24 heures. Nous ne sommes pas encore situés. Les stations sont fermées et certains citoyens, aussi indélicats qu'ils soient, continuent de vendre le carburant à 100 000, 200 000 même s'il faut. Ça aussi, c'est grave. De l'autre côté, on est dans une autre situation, comme ils aiment le dire en Soussou, Madina Makitiafo Nyarasisi, Saré Faso, il faut nous sortir de cette animosité-là. Il faut voir la République. C'est la République qui est en danger. C'est la vie des citoyens qui aujourd'hui est en péril. Donc, il faut que les uns et les autres puissent se donner les mains afin de faire face à cette réalité, comme on aime le dire. Mais malheureusement, le Guinéen, si d'autres ont des bons cœurs, de l'autre côté aussi, il y aura toujours des gens qui cohabitent avec le Satan, sinon ce qui est en train d'arriver, même s'il faut faire un don de soi, il y a lieu de le faire, on doit le faire, c'est pour la République. Mais aux autorités aussi de nous situer sur ce qui est en train d'arriver et ce qui doit arriver. Parce que ce silence, un silence aussi assourdissant ainsi, ça donne beaucoup de spéculation. Il faut que les autorités prennent la parole. C'est pas sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a un problème. L'accès à Internet est aujourd'hui, c'est presque coupé. Restreint. Et si toutefois l'Internet aujourd'hui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a lieu de faire des communications sur les pages et autres Facebook? Est-ce que beaucoup de citoyens de là jusqu'à l'intérieur du pays pourront savoir ce qui se passe? Je dis non. Il faut faire recours à la RTG ou ici, il faut à l'Urtelgui de nous organiser une synergie des radios. Ça va au moins permettre à la population d'être de connivence avec tout ce que nous sommes en train de dire. Une fois de plus, aux autorités de prendre toutes ces mesures, de revoir la situation. S'il faut ouvrir même certaines stations, parce qu'il y a des aides qui viennent de partout, mais il y a assez de manque de carburant. Ouais, il faut le dire, hein, surtout cette interpellation. Il y a un dialogue sur ma page Facebook hier, je le disais. Je suis d'autant déçu de nos pères, très déçu, hein, je le dis, de nos pères, de nos aînés journalistes. L'Urtelgui a perdu une très belle occasion pour montrer au peuple de Guinée la force du quatrième pouvoir. C'était le moment et l'heure pour plaider les autorités afin que ces médias soient remis dans les conditions normales. C'était le moment pour nous de montrer notre force, de montrer la force des médias privés en République de Guinée et de la presse en général. Malheureusement, l'Urtelgui
et les autres associations de presse ont raté cette, je dirais, cette occasion. Toute une journée devrait être dédiée à ce qui s'est passé dans ce pays. Se donner les mains, avoir des débats avec presque tous les journalistes du pays, ne serait-ce que pour 1 heure, pour chaque tremplin. Mais c'est dommage, très dommage. Je le disais hier ici, je crois que face à de telles situations, nous aurions dû taire toutes les divergences. C'était une occasion pour les autorités et pour nous, les professionnels de l'information, notamment les organisations fêtières de la presse, de se donner les mains pour pouvoir quand même faire une synergie. Je crois que les synergies aussi, c'est en pareille circonstance. Mais j'ai l'impression qu'en République de Guinée ici, les synergies, c'est les synergies pécuniaires. Et mercantilistes, voilà. Donc, excusez-moi du peu, mais sinon, c'était une très belle occasion. Sans même l'aval des autorités, on aurait dit quand même, pour montrer ou prouver aux autorités que nous existons au-delà d'eux. C'est la République qui nous importe et aujourd'hui, nous faisons face à une véritable catastrophe qui touche presque toute une commune. Et Kaloum, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, si Kaloum est affecté de telle sorte, de cette manière-là, beaucoup de directions sont touchées, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça doit interpeller tout le monde et c'est une occasion ratée. Et les gens, c'est malheureusement c'est le cas de notre pays, les gens ne se bougent que quand il y a leurs intérêts à eux là-dedans, sinon ils ne feront absolument rien. Je crois que c'est assez dangereux, on aurait dû le faire pour pouvoir informer, collecter des dons de part et d'autre pour pouvoir quand même assister la population. Je crois que ça pouvait permettre même aux autorités de voir clair et de s'abstenir à un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on aurait dit quand même les solutions, et c'est dans cela, avec les spécialistes, que des solutions auraient dû être produites pour pouvoir quand même pallier rapidement à ce qui paraît être une crise en téléchargement. Ça, c'est une évidence. Donc, on va avoir la réaction tout à l'heure de M. Balamoussa Konaté que nous avons pu joindre. M. Balamoussa Konaté, rebonjour. Monsieur Konaté, rebonjour. J'ai l'impression que les dieux de la téléphonie ne sont pas avec nous ce matin. Monsieur Balamoussa Konaté, rebonjour. Malheureusement, ça ne va pas de ce côté. On essaie d'avoir la réaction de M. Balamoussa Konaté sur éventuellement cette délocalisation du dépôt des hydrocarbures de Corentin qui était déjà en cours. Et il avait même assisté aux études préalables jusqu'à... Bon, maintenez comme ça, moi je vous appelle. Allez, monsieur Balamoussa Konaté, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Là, on parvient enfin à vous joindre. On a suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion cette tragédie arrivée au dépôt d'hydrocarbures de Corentin. Un dépôt qui était un dépôt qui devrait normalement, selon le projet du gouvernement actuel, être délocalisé du côté de Forécaria. Vous avez assisté à des études préalables. Expliquez-nous, que savez-vous réellement de ce projet? Comme tout Guinéen, je compatis à la douleur de mes compatriotes. Je compatis aussi vraiment à ceux qui arrivent à l'État guinéen, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, c'est notre papa, c'est notre maman. C'est lui qui doit vraiment répondre à cette attente. Et donc, vraiment, je suis solidaire à tout l'élan patriotique pour que ce pays-là soit amélioré, surtout du point de vue sécurité. Et en fait, ce qui est arrivé, c'était un accident, parce que de toutes les façons, quelques minutes même avant, personne ne pouvait prédire que ça allait arriver. Mais les risques étaient là, les risques permanents étaient là, du fait que vraiment ces dépôts-là étaient à une position qui ne convenait plus avec l'environnement. De ce point de vue, nous sommes tous d'accord. Mais essayons de voir l'État dans sa globalité, autrement dit, dans sa continuité. On aurait dû changer cette position depuis les années peut-être 80. Il faut le dire sincèrement, à tout moment où prévisionnellement on savait que la population de Kaloum ne faisait qu'augmenter. Et je pense qu'on devrait
vraiment prêté confiance aux urbanistes qui devaient nous conseiller du fait que cet endroit-là ne convenait plus à sa position actuelle. Donc, sincèrement, je parle sans état d'âme. On ne peut pas mettre tout le discrédit sur les autorités actuelles, parce que même quand c'était en 2021 qu'on essayait de délocaliser ça, le moment là trouverait qu'on n'a pas encore fini. C'est un grand travail. Et en tant qu'entrepreneur, moi j'ai été vraiment contacté par la SONAP pour aller, Société Nationale de Pétrole, pour aller voir son site prévu pour installer effectivement ces dépôts-là de carburant. Ça c'est dans Sengelé. Disons, on dit souvent Mourbaya, dans Sengelé. Une fois que vous arrivez à Mafréa, vous bifurquez à droite, etc. Et donc, il y a un espace de 150 hectares. Il doit faire une clôture de 5000 mètres, autrement dit 5 km de poussière. Et donc, j'ai été contacté pour ça. Ça veut dire que le projet-là est en cours. Mais les études et la réalisation demandent un certain temps. Vous savez qu'il faut installer probablement un port où les bateaux doivent, à partir de là, les bateaux doivent pouvoir pomper jusque dans les cuves, etc. Cela veut dire que même si on avait commencé ça en 2021, cela n'allait pas avoir le jour aujourd'hui. Certes, à mon avis, c'est depuis les années 80 qu'on devrait essayer d'avancer beaucoup par rapport à cette prévision-là, qu'on soit d'accord tous. Mais puisque l'expérience est souvent acquise à travers des erreurs, que maintenant qu'on s'élève comme un seul homme, qu'on essaye, n'est-ce pas, de voir beaucoup plus loin. Mais ce qui m'intéresse, sinon, je n'interviens pas en tant que spécialiste en pétrochimie ou en quoi, mais puisque tout le monde me connaît par rapport à mes communications pour le développement et surtout en matière de route, en matière d'urbanisation, et j'avais dit depuis longtemps que même sur le plan de la circulation routière, tant qu'on continue de considérer Kaloum comme étant le centre névralgique des affaires administratives et économiques de toutes les façons, et tant qu'on continue de saturer Kaloum, il y a la population qui a son droit d'exister, mais on mélange ça avec les services publics, etc. Vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. Je l'ai dit. C'est pourquoi même je disais qu'il n'y a pas longtemps, 2 fois 2 voies là, Fidel Castro, sont totalement dépassées. On devrait parler de 2 fois 3 voies ou 2 fois 4 voies, etc. Bon, maintenant, la délocalisation. Vous avez parlé par exemple que des banques ont été touchées, disons que les services ont été touchés au niveau de là où on appelle souvent les cités chemins de fer, etc. Si on essaye maintenant, profiter, ne parlons pas maintenant du passé, essayons de trouver la solution. Si on essaie de délocaliser certains services pour les envoyer vraiment aux bons endroits, comme le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, plusieurs ministères, je vous assure qu'il fera bon vivre à Conakry. On ne laissera que des services très névralgiques comme les finances, etc. Et donc, c'est le lieu de dire que il y a des services maintenant à Kaloum qui ne sont pas vraiment en harmonie avec tout ce qui se passe à côté. Et sinon, en ce qui concerne pratiquement l'affaire de carburant, etc., là, l'idée existe depuis pour vraiment déplacer le terrain à qui j'ai été voir. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu, mais les travaux n'ont pas commencé encore. Ça veut dire que les études sont en cours. Ça demande encore, franchement, de la prévision là-bas. C'est pourquoi la route qu'on a faite de Koya jusqu'à Fourekaria, jusqu'à Mafréan au moins, parce que c'est de là-bas qu'on va bifurquer. J'ai dit, si je suis écouté, cette route-là sera dépassée en moins de 10 ans. Parce que c'est à la fois la principale route nationale, mais aussi ça deviendra une route urbaine. À partir du moment où tout le littoral, pour aller vers Guankifon, pour aller jusqu'à Mourbaya, etc., sera occupé. Imaginez lorsqu'on va faire, on va déplacer les cubes pour remettre à Séguélé. Ça, c'est en allant vers Kabak. Ça veut dire qu'il faut faire une nouvelle route. Il faut que tous les services, etc., se déplacent pour aller là-bas. Oui, on va faire des pipelines. Bien, Monsieur Konaté, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Est-ce que vous venez de dire tout à l'heure que ce projet n'avait même pas démarré, donc vous étiez sur on était à la phase d'étude du projet. Donc aucune brique n'a été posée. Non, je ne peux pas dire que le projet n'a pas démarré. Vous savez, un projet, même si
techniquement, il y a ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif et le projet proprement dit. Moi, j'ai été contacté pour faire la clôture. C'est de ce point de vue-là que je dois me prononcer. Imaginez 150 hectares. Je n'ai pas parcouru tout l'espace pour dire que non, rien n'a démarré. Vous avez déjà fait la clôture? La clôture, les devis sont lancés. Les devis sont lancés. Personne ne savait que ce qui arrivait allait arriver. Ça veut dire que le processus est en cours. Moi, j'ai été consulté pour le devis. Là, et ce sont les cadres de SONAP même qui ont prêté leur engin de circulation, qui nous ont prêté leur engin de circulation pour aller ensemble. Et franchement, j'avoue ici que j'ai été très marqué par le professionnalisme, en tout cas des cadres que j'ai eu comme contact. Et franchement, vous pouvez aller vous-même en tant que journaliste vérifier des vigiles sur le terrain. Ça c'était quand, M. Balamoussa Konaté? Quand est-ce que vous avez... Ça ne vaut pas encore un mois. Ça ne vaut pas un mois. Donc, ça ne vaut pas un mois. C'était un jeudi. Sur place, est-ce que vous avez trouvé des équipements? Sur place, qu'est-ce que vous avez constaté à l'époque? C'est ce que je vous dis là. Sachez qu'il y a d'autres projets miniers là-bas aussi, hein, parce qu'il y a les rails là qui vont passer. Même toutes les mines qu'on va exploiter à partir de Simandou là vont passer par... C'est le même endroit qu'ils sont côte à côte. Donc ce que nous devons retenir, est que vous aviez été contacté, les autorités avaient cette volonté, vous devriez normalement en tant qu'entrepreneur faire la clôture du site, c'est ça? Oui, je ne suis pas, on ne m'a pas donné le projet parce que c'est pas un appel d'offres officiel. Mais tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont intéressés à la chose, s'étaient déplacés. Donc, mais ce que je reconnais, personne ne savait que la chose allait arriver aujourd'hui. Ce que je sais. Mais ça veut dire que le projet est en cours. Autrement dit, la procédure est en cours. Ça a même commencé avant la gouvernance actuelle, avant les autorités, depuis le régime passé. C'est pour vous dire que, de ce point de vue, ça est en cours. Maintenant, c'est-à-dire que à quelque chose, le malheur qui est arrivé là doit nous permettre de nous mettre encore de plus en activité parce que vraiment, la situation devient encore beaucoup plus pressante, c'est impérieux. Ça veut dire que de toutes les façons, ce qu'il faut faire à l'heure là, ce sont des solutions alternatives. Vous savez, un adage d'un scientifique a dit que deviendraient les techniciens et les chercheurs si la nature ne posait pas de problème. Tout ça, on peut dire que c'est un phénomène de la nature quelque part. Parce que les produits pétroliers sont des produits de la nature, etc. Donc, les solutions alternatives peuvent exister. On peut mettre des tanks en haute mer où on va mettre des stockages de carburant en attendant d'activer quelque chose. Je pense que les solutions existent. Puisque malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé, concentrons-nous maintenant sur les solutions. C'est ça le plus important à mon avis. On va quand même s'accuser les uns les autres, mais ça c'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que du pareil cas n'arrive pas? Et même pas seulement dans le du point de vue carburant, mais sur d'autres plans. Parce que, si vous me permettez, cet accident est très malheureux qui a affecté toute la nation guinéenne. A fait ombrage à un autre accident très grave qui s'est produit du côté de Farana, sur la route de Farana, faisant 9 morts, 43 blessés, à partir d'un bus qui était chargé de plus de 60 personnes. On parle de 13 morts aussi du côté de Farana. Le conducteur n'avait pas prévu ça. Hein? On parle de 13 morts aussi du côté de Farana. Bon, donc le bilan a évolué. Sinon, au départ, c'était 9 morts. Vous savez, 43 blessés. Certainement, d'autres ont passé de la vie au trépas. Mais c'était vers Sanankoro, quelque part là-bas. Alors, mais plus de 60 personnes dans un bus, moi je ne crois pas que le constructeur avait prévu cela. Cela veut dire que les choses ont commencé devant nous. C'est-à-dire que les accidents de route sont, à mon avis, beaucoup plus graves dans notre pays que beaucoup d'autres choses. Parce que les accidents de la route se sont installés dans nos us et coutumes. C'est l'inadmissible qui s'est imposé en admissible dans notre société comme une norme sociale. C'est-à-dire que 2 mois, 3 mois, il n'y a même pas de problème à cela. Pas plus loin que la semaine passée encore, au niveau de la passerelle qui est à la carrière là, qui traverse Fidel Castro, il y a un motocycliste avec 2 personnes à bord comme passagers, donc 3 personnes. Seuls vers 6 h du matin sont venus buter le terre-plein central. Le conducteur et un passager sont morts sur place. Il était même difficile
dévisager, il s'agit vraiment d'identifier le motocycliste, tellement que sa figure était déchiquetée, et donc il y a eu des morts. Encore dans la semaine passée là, puisqu'on est en train de... Oui, on va aller avec votre question rapidement, avant qu'on quitte le sujet. Oui, vas-y. Oui, effectivement, puisque vous avez participé à cette étude préalable dans le cadre de ce projet du dépôt de carburant du côté de Forécaria, le délai d'exécution devrait prendre combien de mois? Ça sera très prétentieux de ma part de dire que j'ai participé aux études. Non. J'ai été consulté pour la clôture, c'est très précis. Mais avec mon contact avec les cadres, j'ai compris que c'était une préoccupation. La préoccupation, c'est-à-dire que l'urgence était là pour faire la clôture. C'est une préoccupation parce que durant tout le parcours que j'ai fait avec les gens, ils ne parlaient que de ce projet, de l'urgence de ce projet. Là, je peux témoigner ça parce que sincèrement, c'est une question de morale, c'est une question de caution morale que je dois faire ici. C'est-à-dire que j'ai compris que ce projet-là est urgent. On ne m'avait pas parlé qu'il y aurait un accident, rien. Franchement, je témoigne sincèrement, il ne faisait que parler de ce projet, que c'est urgent de déposer rapidement nos devis, etc., etc. Et j'avais compris que le projet était urgent. Maintenant, les études, je suis un ingénieur de route, je ne peux pas être dans une étude qui touche le pétrole, autre, etc. Peut-être s'il y a des bétons à faire pour mettre comme support des tanks, des titres, je peux être consulté. Mais je savais que vraiment c'était une préoccupation majeure. Et même il signalait que c'est vraiment urgent. Justement, en parlant de ces solutions alternatives, à date aujourd'hui, puisque l'État semble être partagé entre la reconstruction de ces dépôts qui viennent de prendre feu et l'accélération de ces projets du côté de Forécaria. Le juste milieu, que faut-il faire maintenant là? Parce que vous parlez des tanks aussi en haute mer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on assiste à une pénurie de carburant dans notre pays? Ici et maintenant. Moi, je pense, en tant que citoyen et intellectuel, qu'il faut se remettre aux spécialistes en la matière. C'est ce que je peux dire clairement. Les spécialistes sauront nous dire ce qui convient parfaitement, mais en tout cas, des solutions alternatives peuvent être choisies. Vous savez, une nation ne meurt jamais. L'État ne meurt jamais. Oui. Cela veut dire que si nous croyons en notre capacité de réaction, de remonter les défis, honnêtement, on pourra relever les défis, mais on ne le fera jamais dans l'émotion, dans le rejet, c'est-à-dire qu'on se renvoie les balles. Je crois que c'est une cuisine interne. Vous avez vu, les nations, les autres pays commencent à nous porter assistance. Ce qui reste clair, c'est que des solutions alternatives peuvent exister. Mais la solution que je dirais curative, vraiment une solution à long terme, c'est ce qui se trouve sur les 150 hectares prévus pour mettre toutes ces installations là-bas. Et il faut mettre certainement un port, un quai pour pouvoir accoster les bateaux, etc. Et ça ne va pas prendre moins de 3 ans. Ça, je peux le dire sans être spécialiste en la matière. Ça veut dire que même si l'actuelle autorité avait commencé le travail, on ne serait pas encore au moment précis d'aujourd'hui là, et on ne serait pas en train de dépoter vers le côté de Mourbaya, etc. Mais ce qui reste clair, c'est que ce qui est le plus important, c'est la gestion d'après l'accident maintenant. Vous avez parlé des stations de carburant, vous avez parlé de ceci et cela, comment est-ce qu'on a demandé de fermer, etc. Mais vous avez vu, il y a ce qu'on reproche à l'État, mais il y a surtout ce qu'on doit reprocher entre nous Guinéens. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a poussé les gens à moins de 6 heures du temps, mais à moins de 5 heures du temps, le carburant est passé de 12 000 francs à 30 000 francs entre Guinéens. Nous-mêmes qui sommes en train de critiquer l'État, nous-mêmes, on n'est pas... C'est-à-dire qu'entre nous, il y a certains qui n'ont pas le droit de critiquer, parce qu'ils sont le problème eux-mêmes, c'est les problèmes eux-mêmes. C'est aussi... Des fois, la critique est facile, mais la solution n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi la souffrance du Guinéen augmente de plus? C'est parce que certains Guinéens ne profitent qu'à des crises comme ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé entre hier nuit et avant-hier nuit et hier matin pour que le carburant, d'autres, j'ai même entendu de 50 000 francs. Et même jusqu'à Kankan, à Syrie, à Mamou, je ne sais où, les spéculateurs ont commencé déjà à faire souffrir leurs propres frères et sœurs du quartier. Donc, notre société, nous-mêmes,
notre mentalité collective qu'il faut poser, qu'il faut demander. Nous devons nous remettre en cause, nous-mêmes, population. Cela veut dire que, sincèrement, ce qui est clair en ce moment-là, donner la priorité aux spécialistes, aux cadres intègres, ceux qui ont franchement la possibilité de résoudre nos problèmes. Ne donnons pas à des gens qui ont la langue mielleuse, qui savent se cravater ou bien qui ont des positions, je ne sais pas, apparemment, l'illusion. Non, donnons aux spécialistes. Quand ça se passe dans d'autres pays, les spécialistes s'expriment. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette chose-là. Je suis spécialiste d'autres choses, mais qui est un peu en rapport avec ça. Parce que j'avais dit qu'il faut délocaliser beaucoup de services qui n'ont pas de trait avec ce qui se passe, c'est-à-dire par rapport à la disposition de Kaloum. Kaloum aujourd'hui ne doit pas être un service où tout le monde, le flux, tout le monde monte, tout le monde descend. Même quand vous êtes vers 36, que vous acceptiez ou non, vous allez voir Matoto, vous allez voir Madina, vous allez voir ceci, cela. Alors que vous avez besoin simplement d'aller à votre service. Est-ce qu'on va continuer de concentrer tout à Kaloum? Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire maintenant, c'est la réalité même qui est en train de nous pousser c'est-à-dire à faire face à ce qu'il faut faire. Conakry ne peut plus être le centre, vraiment, géographiquement parlant, de Conakry. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on parle de carburant. Mais un jour, on va parler d'autres choses. Je souhaite que ça ne soit pas pour l'accident. Mais du fait que malgré tout l'effort de l'État de faire près de 100 km de route la saison passée, même nous voyons que l'embouteillage demeure toujours. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle dans mon jargon l'ingénierie du trafic. C'est-à-dire que comment répartir la circulation comme dans le sang, comment enlever le caillot qui s'appelle l'embouteillage par-ci par-là. Regardez Kagbelin, depuis qu'on a fini l'échangeur de Kagbelin. Alors le caillot là que j'appelle l'embouteillage s'est déplacé vers Cimenterie, vers T8, Carrefour T8, Quand vous prenez aussi kilomètre 36, tout le monde est content là que la route là, disons que le giratoire là est fini, et c'est une bonne chose. Mais tant que le marché est à côté, ce sont nous, population, qui vont commencer dans le giratoire là même à nous, d'accorder pour demander Shingom tant, et ça va devenir un marché ambulant. Finalement, ça va complètement obstruer. Maintenant, quand vous quittez kilomètre 36, maintenant le caillou là s'est déplacé vers Carrefour de Lantanaya, et ensuite vers Tombolia, vers Dapompa, vers etc. Bien. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'argent seulement, il faut savoir mettre de l'argent. Et ça, c'est la responsabilité des techniciens. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est ce que j'appelle la volonté politique est là, les plus hautes autorités, mais nous, il faut un suivi. Savoir agir sur le terrain. Pas seulement le suivi. Oui, il faut un suivi. Si vous suivez... Non, mais monsieur Balamoussa Konaté, si vous suivez, le technicien ne va jamais se hasarder à faire ce qui n'est pas bien. Éventuellement sanctionner s'il y a des défaillances. Suivi et sanction. Parce qu'aujourd'hui, si on doit appeler à la responsabilité morale le Guinéen, excusez-moi du terme, aujourd'hui a comme abandonné sa responsabilité morale. Aujourd'hui, on met tout sur le dos de l'État. Quand ça ne va pas, c'est l'État. Quand il y a des problèmes, c'est l'État. Mais qu'avons-nous fait en tant que population pour éviter que cela n'arrive? C'est aussi ça, vous êtes en train de parler des routes, des projets et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des Guinéens qui tiennent ces projets? Si, la plupart des entrepreneurs sont des Guinéens. Je suis d'accord avec vous. Alors, vous êtes en train... Attendez, on est en train d'aller dans le même sens. Bien. Je vous disais que le plus souvent, quand un projet est fini, et que la population est déçue, les plus hautes autorités sont aussi déçues au même moment que la population. Parce que c'est nous les techniciens, technocratie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan génie civil de tout ce que vous connaissez là-bas, c'est nous qui sommes responsables. Particulièrement ceux qui ont des génies civils, ceux qui connaissent le béton autour là. C'est nous, on nous demande que la population dit par exemple que je veux la route. Bien. Je veux que je sois heureux. C'est déjà très bien compris. Monsieur Balamoussa Konaté qui intervenait sur nos ondes par rapport à cet incendie et notamment la délocalisation du dépôt d'hydrocarbures de Kononti. Merci monsieur Balamoussa Konaté. Merci d'être intervenu. Je remercie. Votre radio est une radio de développement. Merci. Que Dieu vous protège. Amin. Merci. Vraiment, donc, que Dieu nous protège toute la Guinée. Amin. Amin. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens en ces moments très difficiles. L'appel est lancé. Une fois encore, Yaya Diallo Akila Ali Badara. Il faut dire à ces citoyens, à ces jeunes Guinéens,
à ces vieux, à nos pères, à nos sœurs, de faire très attention. Nous sommes en période de crise. Ils ne vont certes pas comprendre, peut-être que l'avenir nous en dira plus, mais de faire très attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, notamment à ce que nous faisons pendant ces périodes. Oui, effectivement, je crois que je devrais revenir là-dessus, sur cette action satanique et sarcastique de certains Guinéens en cette période de crise-là. Oui. Vendre un litre d'essence à 50 000 francs, 100 000 francs à ses propres frères guinéens, oui. Relève disons, de l'ignominie, excusez-moi du peu, de l'ignominie humaine. Dans notre pays, malheureusement, c'est comme cela. La moindre crise, chacun impose sa loi dans notre République. Et c'est malheureusement un constat que nous sommes en train de voir ici et là dans notre pays. Mais je vois là la responsabilité partielle de l'État. Puisque dans toutes les mesures, quand vous prenez les 3 principales mesures prises par l'État, à savoir ces congés anticipés des élèves, ensuite la prise en charge de ces sinistrés, enfin cette fermeture jusqu'à nouvel ordre de service de station. Et pour un premier temps, on nous avait dit que cela concernait que le Grand Conakry, mais on a vu un poste laconique du ministre des Hydrocarbures qui nous dit que ça concerne, c'est sur toute l'étendue, c'est une mesure qui s'élargit sur toute l'étendue du territoire national. Et on ne dit rien, on ne fait aucun cas de ceux qui sont en train de vendre, disons, un litre à 100 000, à 50 000 francs. Et je crois que ça, c'est une responsabilité du gouvernement à un certain niveau, puisque déjà 24 heures, voire nous tendons vers 72 heures presque, il n'y a pas, parce que c'est une crise brusque qui s'est tombée comme ça, beaucoup ne s'attendaient pas à cela. Moi, j'aurais bien voulu que le gouvernement puisse donner l'ordre afin qu'on puisse observer le service minimum au niveau de ces stations-là pour pouvoir assurer un temps soit peu les mobilités. Nous sommes immédiats. On a besoin de se bouger. Nous sommes immédiats, oui. On a besoin de se bouger, on a besoin de glaner les informations ici et là pour pouvoir informer les populations. Mais s'il n'y a pas de carburant, comment est-ce qu'on pourra se déplacer? Nous sommes confrontés à la même chose. C'est un véritable problème. Aujourd'hui, je crois que nos réservoirs, c'est à sec. Il n'y a rien dedans. Je crois que si ça continue comme ça, eh bien, on est obligé, face à l'impossible, de rester à la maison. Et là, ça serait une faute de nos gouvernants, parce que toujours est-il qu'il y aura toujours des mesures alternatives qui peuvent permettre à un certain nombre de catégories de personnes, notamment nous les médias, les services de sécurité, certains gouvernants et certaines personnes, de pouvoir se déplacer pour continuer leur boulot. C'est ce qui nous parle aujourd'hui. Il faut que cette méchanceté cesse dans notre pays. On est très méchants. On a tendance à tout taper, à mettre tout sur le dos de l'État. Mais ceux qui nous gouvernent viennent de nous. Viennent pas. Ce sont des Guinéens qui étaient avec nous, qui vivaient avec nous. Sous Alpha, on a dénoncé beaucoup de choses. Loin de moi de le dédouaner de ce qui est de sa gouvernance. Mais on avait cru comprendre que tout le malheur de notre pays, c'était Alpha et sa gouvernance. Tout le problème de la Guinée, quand Alpha quitte, et tout reviendra. Et moi, je me rappelais, en juillet 2021, j'avais fait une tribune pour dire qu'attention, tout ne doit pas être mis sur le dos du président de la République. Voilà, donc il faut qu'on s'arrête de tout mettre sur son dos, et qu'aujourd'hui, Alpha n'est plus là, c'est Doumbouya. Et avec des nouvelles têtes, les problèmes continuent, ça s'accélère. Je crois qu'il faut à un certain niveau que nous puissions prendre nos responsabilités et que les Guinéens puissent comprendre qu'on est en République de Guinée ici, et ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est contre ses propres frères et sœurs. Il faut que cela cesse, et parallèlement, les transports commencent à se tripler. Et puis voilà, et ça, c'est aux grandes dames de nous, peuple de Guinée. Je crois que c'est dommage. Akila Ali Badara, oui, aujourd'hui pas très dessus, je comprends. Station-service fermée, les congés rapprochés. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit craindre pour la suite des choses? Non, est-ce qu'on doit craindre? C'est une citadelle qui est en train de jouer sur la population guinéenne, mais soyez sûr que si c'est un Guinéen qui gérait les clés ou la porte du paradis, beaucoup allaient passer par la corruption pour avoir
accès au seuil du paradis. Et c'est tellement dommage qu'aujourd'hui, en train de voir les gens abrutir tout ce qui est en train d'être réalisé aujourd'hui par les autorités du pays. Certes, il ne faut pas accuser l'État quand il s'agit de certaines situations. Hier, je l'avais rappelé, vu l'aide de ces personnes de bonne volonté qui n'ont pas attendu l'État pour faire quelque chose. Mais de l'autre côté, l'État aussi a une force, et cette force répressive de tous ces citoyens indélicats qui se livrent à cette ignominie pouvait aussi assurer cette sécurité. Même si, non des moindres, on pouvait avoir des pick-up qui vont passer dans les carrefours, parce qu'il y a des gens qui sont ni foi ni cœur, mais qui vendent le carburant avec un prix exorbitant. Imaginez quelqu'un qui enlève une dépense à la maison. Tu viens t'arrêter devant un citoyen qui a 1 litre d'essence qui te dit « Bon, je vends ça à 50 000 ». Tellement qu'ils sont sans foi, ils le font. Dites-leur aussi d'ouvrir les banques, sinon nous allons mourir. Et puis à visage découvert. Non, dites-leur d'ouvrir les banques. Ça aussi, c'est... Non, c'est une alerte que je lance. Hier, j'ai vécu la triste réalité, tu le sais, peut-être qu'il y a aussi le sait. Donc, dites-leur d'ouvrir les banques. Parce que là, il faudrait que le communiqué soit un peu plus clair. Si on demande à tous les travailleurs de rester à la maison, hier, il y a ma famille qui m'interpellait. Mais attention, le communiqué dit que les travailleurs doivent rester à la maison. Moi, j'ai juste posé la question. Je ne veux pas dire le nom de la personne. Je l'ai dit carrément. Il dit, si nous restons à la maison, comment vous aurez des informations? Oui, nous sommes aussi du secteur privé, il faut le dire. Exactement. Il faut le rappeler. Surtout qu'en état d'urgence, surtout qu'à l'allure où vont les choses, il faut s'asseoir et discuter, trouver des solutions aussi idoines. Et l'État a cette lourde responsabilité de faire en sorte que la crise-là ne soit pas perpétuelle. Et il faut quand même interpeller le ministre comment dirais-je, de l'hydrocarbure, le ministre des hydrocarbures, pardon. De l'énergie et des hydrocarbures. Voilà, au moins qu'il Ali Seydouba Souma, qu'il organise une conférence de presse. On a vu le ministre de la Santé. Qu'est-ce qu'il va te dire? Non, mais sérieusement. EDG a fait combien de problèmes ici? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, mais on n'est pas. Tu parles de quel ministre? Ali Seydouba Souma? Non, mais tu parles. Le dossier là. Il est Souma ou il est Bangoura? Je ne sais plus. Il est Souma. Ah, il est Souma, je ne savais pas. Je remise un peu. Mais honnêtement, il va dire quoi? Mais c'est vrai. L'heure est venue de mettre à nu certainement sa compétence ou ses incompétences. Oui. Moi, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect par son humilité, sa simplicité et tout ce qui s'ensuit. Je pense que le moment est venu et pour le ministère de l'énergie, non, de l'information et de la communication. Bon, là encore c'est pire. Et pour lui de l'énergie pour pouvoir mettre le bouchée double afin de pallier à cette crise-là. Donc que ça relève exclusivement de son ministère pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut rapidement trouver solution à cela. Et c'est en cela qu'on verra très bien que de quoi il est capable et lui et son personnel. Ok, très important, il faut le rappeler aujourd'hui et surtout lancer cette alerte aux autorités. Laissez Internet, c'est très important pour l'information, pour la communication. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes, nous-mêmes ici à Kavi, par rapport à cette restriction à Internet. Aujourd'hui, vous publiez la majeure partie de vos communiqués sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans des groupes WhatsApp et autres. Si vous aviez accepté de laisser, ne serait-ce que pour ces jours, la connexion, ça permettra aux médias de diffuser. Acceptez de laisser diffuser nos confrères des autres médias, parce qu'il y a des emplois en jeu. Aujourd'hui, c'est une expérience que toute la Guinée est en train de vivre. Des emplois sont en jeu. Chers gouvernants, pensez-y. Aujourd'hui, il ne sert à rien d'ouvrir des tractations inutiles, sans fondement, entre la presse et vous. Vous êtes le premier pouvoir, nous sommes au 4e. Donc, nous acceptons de travailler avec ces autorités pour aider les populations guinéennes à s'informer, à éviter les spéculations, les rumeurs, les intox et les infox. Aujourd'hui, nous participons au développement de ce pays, ne serait-ce malgré les dérives, en dépit de tout ce que vous savez, c'est aussi des humains qui dirigent ces entreprises. C'est des lois qui sont là
ces médias sont régis par des lois. Donc aujourd'hui, accepter, c'est une doléance que nous lançons parce que nous sommes un média de développement. En aucun cas, nous ne laisserons et nous ne pourrons nous taire sur ce qui se passe, ce que vivent ces patrons de médias, ce que vivent ces employés aujourd'hui qui sont coupés du reste du monde à travers ce que vous avez décidé. Acceptons de vivre ensemble, acceptons de changer pour le bien de cette nation et le changement passe forcément par vous. Aujourd'hui qui avez besoin de médias pour informer les populations, brouiller nos ondes, retirer nos chaînes des différents bouquets canaux ne serviront qu'à enveniner les choses, ne serviront qu'à mettre les populations dans le noir, dans le blackout total. Aujourd'hui, il est temps pour nos dirigeants de réfléchir. Yaya Diallo. Oui, effectivement, ce qu'il faut signaler, c'est que cet appel à la solidarité de tous nos hommes politiques, soit que c'est important de le souligner, oui, de le souligner, de l'ancien président, le professeur Alpha Condé, en passant par Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, les Tiens Sorpogui. Ils sont nombreux, les acteurs sociaux, les acteurs politiques qui ont appelé les Guinéens à la solidarité et à l'union. Et plus loin, je crois qu'ils sont tous d'accord qu'il est urgent d'établir les responsabilités et de rapidement mener une enquête pour qu'on puisse situer les responsabilités et éventuellement trouver les auteurs. Ouais. S'il s'agit d'un acte d'origine criminelle, ouais, je crois que c'est important de le souligner. Et c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, à ce stade-ci, puisque c'est toute une nation qui est aujourd'hui menacée de par ce qui est arrivé, de par la sensibilité et la nécessité de ces dépôts-là. Ouais. Parce que tout part de là. Ouais. Si vous quittez, vous avez un business, vous faites le commerce, vous quittez d'un point à un autre, vous quittez ici pour aller à Boké, à Gérékoré, à Mamou, à Kindia, c'est parce que tout simplement il y a des engins roulants, et s'il y a ces engins roulants-là, c'est parce qu'il y a le carburant. Ouais. Donc c'est pour autant dire qu'il y a aujourd'hui une nécessité absolue de faire une synergie d'action du point de vue d'idées, pour qu'on invite, même ces opposants-là, je vais parler de ce gouvernement-là, les inviter pour que chacun puisse avoir son grain de sel là-dedans, pour qu'on puisse avoir très urgemment, disons, une solution à cette situation-là. Parce que les rappels à la solidarité, les sorties en dit long assez, le sérieux qui caractérise, disons, cette situation et l'inquiétude de ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que face à ce drame-là, on va reprendre un peu les propos du professeur Condé, face à ce drame-là, je crois qu'il est important que nous puissions taire nos divergences et faire face à l'essentiel, soit c'est ce sens-là que nous pourrons sortir dans cette situation calamiteuse. Un fidèle auditeur que tu connais déjà, Amadou Bambaya Diallo, et qui nous écrit: l'écoute est favorable à Symphonia Centre. Sincèrement, l'État doit ouvrir les banques et stations, sinon comme un jeune qui peine à avoir 50 000 francs par jour voit une opportunité de se faire de l'argent en cette période, ne serait pas tenté. Ah, s'exclame-t-il. Donc il faudrait, c'est un appel que nous lançons à tous et à toutes, il faudrait que l'État essaie de revoir la situation de ce côté. Et je le rappelle une fois encore, Akila, il faut faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à nos faits et gestes pendant ces périodes. Aujourd'hui, plusieurs Guinéens sont morts. Il y a beaucoup de personnes qui nous interpellent sur le nombre de morts. En tenons-nous à ce que l'État donne. L'État donne un bilan officiel, acceptons ce bilan officiel jusqu'à preuve du contraire. Les spéculations sur le nombre de morts risquent d'affecter et de toucher la sensibilité des uns et des autres. Évitons la spéculation pendant ces périodes. Ne profitons jamais de cette période pour vous faire de l'argent. Ne profitez jamais de cette période pour vous faire de l'audience. Acceptons de mettre la Guinée en avant. Akila Libadara. Oui, c'est surtout cet aspect aussi est très important. Vous savez, il y a un problème. Quand il y a assez de spéculation, ça tue la nation, ça tue l'information. Et surtout, moi, je reviendrai toujours sur l'État. C'est l'État qui doit communiquer. L'État est la pièce maîtresse de la communication en ce moment aussi crucial. Mais si l'État même se tunnelise, l'État n'arrive même pas à communiquer,
les citoyens qui sont proches de ces zones, mais finalement, ils vont faire la communication en lieu et place de l'État. Il revient à l'État et d'ailleurs, profitons de ce temps d'antenne pour mettre aussi l'incompétence de toutes ces cellules de communication de ces départements ministériels. Et aussi, il faut aller loin même pour mettre à nu complètement la compétence de certains ministres à cette période douloureuse. Parce que personne ne pipe mot. Et quand il s'agit des autres, on voit le porte-parole du gouvernement qui sort, qui parle au nom de tout le gouvernement. Mais cette fois-ci, pourquoi ce silence ? Il faut se poser la question, pourquoi ce silence? Eux, de l'autre côté, c'est des citoyens qui sont en train de s'entraider. 24 heures, aucune communication. Et maintenant, demain, ça sera 72 heures. Aucune communication également. Et de l'autre côté, c'est les citoyens même qui posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le colonel ne parle pas? Pourquoi le Premier ministre ne parle pas? Pourquoi c'est Bala Samoura qui sillonne les coins et recoins de la ville? Ça pose assez d'interrogations. Et pour nous sortir de tout ça, je crois bien c'est l'État seul. Le gouvernement a le sens élevé de cette communication pour nous édifier davantage. Et surtout ça met à ces cellules de communication de certains départements-là, c'est le lieu d'ailleurs de déposer leur lettre de démission parce qu'ils sont incapables. Très incapables, il faut le dire. Oui, oui, c'est important parce que depuis cela, on n'a pas constaté la présence sur les lieux, bien qu'étant assez sensible puisque la flamme n'était pas maîtrisée totalement, mais on aurait dû quand même enregistrer ou constater tout au plus la présence du chef de l'État au chevet de ces victimes-là dans les différents hôpitaux, voire même son Premier ministre, ce qui n'est pas le cas. Je crois que là, c'est un manquement à sa responsabilité en tant que chef de l'État. Donc, ça, peut-être ils ont les raisons à eux, mais c'est ce qu'ils devraient se faire en pareille circonstance. Et je crois que certainement dans les jours à venir, peut-être ils pourront corriger cette erreur-là, mais c'est une erreur quand même notable dans une république, même si c'est 2 personnes, 3 personnes qui perdent leur vue, parce que Bala Moussa soulignait un cas très essentiel. Nous banalisons la vie humaine dans ce pays-là. La vie humaine est complètement désacralisée, on s'en fiche, ce qui fait que pendant qu'il y a des Guinéens qui périssent quelque part, il y a certains qui profitent de ça pour se faire de l'argent. Et puis voilà, tant mieux. Et je crois qu'on est habitué à cela. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout, disons, bon pour l'image de notre pays et qui ne peut pas permettre à ce que nous puissions avoir la prospérité dans une telle animosité ou dans une telle situation. Donc, aux Guinéens de comprendre que rien ne vaut la vie humaine. Et à un certain niveau, quand il s'agit de la vie humaine, notamment nous Guinéens, il va falloir qu'on mette à côté nos intérêts égoïstes et personnels pour faire face à cela. Et aux gouvernants de comprendre que c'est un signal assez fort, de comprendre qu'on n'est jamais fort pour être toujours fort. Donc c'est à eux de comprendre que je crois que c'est un signal fort, à eux de décoder. Comprendra qui voudra, quand le système nous tient, rien ne nous retient. Je le disais il y a quelques jours. Nous attendons donc la prise de parole du président de la transition. Pour une première, je l'appelle président de la République de Guinée. Je l'assume et je sais pourquoi je le dis. On attend donc la prise de parole du colonel Mamadi Doumbouya, qui est le père de la nation, comme on aime le dire. On vous attend, monsieur le président. On espère que vous êtes touchés. On sait que vous êtes touchés, comme nous autres Guinéens. Et on compte certainement sur votre bravoure du 5 septembre 2021. Je n'en rirai pas parce que je sais que vous avez été brave le 5 septembre. Aujourd'hui, nous sommes en décembre et nous sommes le 19 décembre 2023. Nous attendons toujours votre prise de parole. C'est important, votre adresse à la nation suite à ces événements malheureux, tragiques qui sont survenus dans notre pays, la Guinée. Merci Yaya Diallo. Merci la chef. Merci Akil Ali Badara. Merci bien, merci à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Amen, amen. Merci à l'équipe technique du jour. Ça n'a pas été facile pour vous
de vous déplacer en ce matin. Merci pour votre engagement. Engagement continu pour servir ce média, servir cette radio, servir tout ce qui est développement dans ce pays. Merci à Baba Koivogi, Fodé Amadou, merci à Kandé Sankon, à Alpha Taïboussila, à Michel Ouamono qui n'a pas pu se déplacer, à notre Salif Bangoura, à Tidiane Kamara, à toute l'équipe. Vous êtes nombreux. Merci de votre fidélité, téléspectateurs et auditeurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence pour d'autres actualités. N'oubliez surtout pas qu'à partir de 22, nous irons en congé pour vous retrouver en janvier. Mais d'ici là, nous serons à votre côté pour vous servir et vous aider à comprendre l'actualité. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Paix à l'âme de ceux qui sont disparus. Prompt rétablissement à ceux qui sont alités. La Guinée dans notre cœur. Au revoir.